Bonjour à tous, nouvel épisode de Pièces maîtresses. Nous recevons Michel-Pierre Chéligny, professeur d'histoire contemporaine à l'université d'Artois. Ses sujets de recherche portent essentiellement sur l'histoire de l'économie post-1945. Avec lui, nous allons évoquer le sujet du moment, l'inflation, les salaires, les augmentations de salaires et les taux d'intérêt. Vous êtes donc la bonne personne au bon endroit pour évoquer le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, l'inflation. Donc première question, votre thèse de doctorat traite de l'inflation à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait donc déjà de l'inflation, c'est-à-dire que l'inflation ne se limite pas au phénomène des années 70 et au phénomène d'aujourd'hui? Oui, tout à fait. Merci de cette introduction presque élogieuse. Pour revenir à la question de l'apparition de l'inflation, bon, sans remonter bien sûr à l'Antiquité, ce qui compliquerait un peu le sujet, mais on a, si on définit l'inflation comme la hausse générale du niveau des prix, on a quand même déjà au XVIe siècle, au moment de la découverte des métaux en Amérique, des métaux précieux, l'or et l'argent, par Espagnols et Portugais, on a déjà un mouvement de hausse qu'on attribue à une grande quantité justement de monnaie, de numéraire, à l'intérieur des marchés, on va dire, européens, et qui pousse un petit peu les prix à la hausse. Bon. Donc c'est un phénomène qui peut être retrouvé plusieurs siècles auparavant. Si on se contente des deux derniers siècles, et puis du premier cinquième du XXIe siècle dans lequel nous sommes, on peut opposer un peu le XIXe siècle et le XXe siècle. Pour faire vite, le XIXe siècle est un siècle qui est qui est faiblement inflationniste et dans lequel on a plutôt une sorte de, moi j'appelle ça une respiration cyclique, une sorte d'évolution à la hausse et à la baisse relativement lente. En gros, les prix sur des cycles d'une vingtaine d'années, dont l'origine d'ailleurs n'est pas véritablement avérée, enfin bon, elle a été théorisée par Kondratiev en 1924, mais enfin on n'en est pas certain. Des hausses de prix pendant une vingtaine d'années, suivies ensuite par des baisses de prix, des descentes de prix, par exemple entre 1873 et 1896, les prix de gros, parce que c'est ceux-là qui sont les plus faciles, les plus simples à appréhender, se mettre à baisser. Et donc finalement, plus ou moins en 1912-13, indépendamment de la guerre, hein, évidemment, nous ne tenons pas compte de ce phénomène qui est fortuit d'une certaine façon, enfin qui s'insère dans l'histoire, mais qui n'était pas, on va dire, prévu dans la suite des cycles. Indépendamment de la guerre, eh bien, en 1910 à peu près, on est pas tout à fait au niveau des prix de 1820, mais dans des séries rétrospectives relativement proches. On ne sait pas très bien d'ailleurs les raisons de cette stabilité des prix. Est-ce que c'est l'ouverture des marchés, une sorte de première ou de seconde mondialisation? Est-ce que c'est le progrès technique? Est-ce que c'est l'énormité du taux d'épargne, parce qu'on est dans des sociétés extrêmement épargnantes? Est-ce que c'est l'urbanisation? Enfin, on n'en est pas. Il n'y a pas de facteurs vraiment probants dans cette. C'est vrai qu'il y a de faibles consommations de services, beaucoup moins de produits industriels. C'est essentiellement agricole et les marchés agricoles sont mieux connectés et ont plutôt tendance à voir leurs prix baisser. Donc, pardon. Ce phénomène est difficile à évaluer. Au XXe siècle, en fait, l'inflation est liée principalement à la guerre. Et comme c'est un siècle relativement conflictuel, et j'entends de guerre à caractère vraiment international, et donc, en fait, vous avez une première inflation avec la Première Guerre mondiale, entre 1914 et puis 1922, 24, 26 selon les pays. Ensuite, vous avez l'inflation de la Seconde Guerre mondiale avant et après, c'est-à-dire ça démarre déjà un peu une hausse des prix au moment de la guerre civile espagnole et au moment de la guerre d'Éthiopie en 1936, donc 36-38, il y a une montée des prix. Et puis, ça se calme avec, en gros, le début de la reconstruction et puis la guerre de Corée en 1951-52. Donc là, c'est plus long, c'est un cycle de 16 ans, qui est quand même un peu plus long que le précédent, qui était de l'ordre d'une dizaine ou d'une douzaine d'années. Et puis, alors il n'y a pas de troisième guerre mondiale, Dieu merci, mais troisième étape également conflictuelle, c'est les conflits du Moyen-Orient avec le premier, puis le second choc pétrolier. Là, on a enfin aussi un cycle de 10 ans. Pour donner des ordres de grandeur, je prends la France, mais à l'occasion de la suite de notre discussion, vous verrez qu'il y a d'autres pays et qui ont des comportements un peu différents. La première étape, le rythme est quand même significatif puisque les prix sont multipliés entre 1914 et 1926, sont multipliés par 7.
Entre 1936 et 1952, les prix sont multipliés par 25, ce qui fait une hausse de plus de 20% par an pour donner des ordres de grandeur annuels. Et entre 73 et 83, les prix sont multipliés par 3. Et si je fais le total, en multipliant bien sûr ces facteurs, on a 90% de l'inflation française, et certainement des pays avancés. Alors mondial, je n'oserais pas dire, parce qu'il y a quand même des pays émergents où l'inflation peut être parfois beaucoup plus importante, mais l'essentiel de l'inflation de ce siècle-là se situe pendant cette période. Et à l'inverse, les années non inflationnistes, qui sont un peu plus nombreuses, environ une cinquantaine d'années, 50-55 ans, ont un rythme moyen de 2%. Donc, rythme moyen des années inflationnistes, 16% par an, rythme moyen des années non inflationnistes, 2% par an. Donc, moyenne totale, 8%. Voilà un peu le paysage, on va dire, qui a disparu en 1984-85 et qui semble ressurgir. Donc c'est tout l'enjeu de notre débat d'aujourd'hui pour la suite de l'inflation. L'inflation provoquée ou qui arrive avec les guerres, en fait, elle est due à quoi? Elle est due au fait que les monnaies faiblissent, ou que les États font tourner la planche à billets ou les presses pour les pièces quand c'était des pièces d'or avant. C'est quoi la raison? Alors il y a effectivement plusieurs régions convergentes, mais vous avez cité l'essentiel. Le premier facteur fondamental qui est vraiment à l'origine de l'inflation, c'est l'écart entre l'offre et la demande. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement qu'il y a des pénuries ou des famines dans le pays en question, mais c'est que le phénomène de champ de bataille nécessite une grande quantité de matériel, un gros approvisionnement des unités militaires, parfois des phénomènes de marché noir se mettent par dessus, et donc plus le pays est, on va dire, concerné par la guerre de manière directe, y compris sur son sol, et plus l'inflation est relativement forte parce que justement une partie de ces usines sont sous séquestre ou détruites, et une partie de ces champs, enfin de ces espaces ruraux et agricoles sont également en difficulté. Donc, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, le maximum, enfin les points les plus forts d'inflation étaient effectivement des pays comme la France, des pays comme l'Italie, on a même des pays comme la Grèce qui a été frappée par la guerre civile après 1944, alors que ceux qui étaient un peu plus loin du champ de bataille, comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, avaient des taux d'inflation beaucoup plus bas, parce que leur approvisionnement, leur économie était, je dis pas normale, parce que justement il fallait mobiliser de grandes quantités de matériel et de ravitaillement pour simplifier, des bateaux, enfin toute une série de choses qui ne sont pas de l'économie civile. Le passage de l'économie civile à l'économie militaire, on l'a vu récemment à l'est de l'Europe, eh bien nécessite quand même des mobilisations et donc fauche un peu les prix par les quantités. Mais en même temps, et vous avez raison de le dire, il y a aussi un élément important qui est la monnaie, enfin ou l'ensemble monnaie, finance, crédit, etc. Les États n'ont pas nécessairement les moyens d'augmenter les impôts immédiatement. Ils le feront plus tard, en général, après les guerres, surtout les guerres un peu importantes. Le niveau d'impôt, le niveau de fiscalité est plus élevé qu'avant, mais on revient pas avant, parce que avant, j'allais dire, tout le monde a oublié d'une certaine manière, enfin sauf le ministère des Finances. Donc la fiscalité directe ou indirecte est affaiblie. La directe parce qu'une partie de la population est mobilisée, on peut pas non plus trop affaiblir les ménages. L'indirecte parce que l'activité a tendance à baisser ou à se déplacer vers des secteurs pour l'armée, par exemple le textile civil diminue ou fléchit ou se réduit au profit d'un textile militaire. Enfin, c'est pas le même gain d'équiper 5 ou 10 millions de soldats et d'équiper 60 millions de civils. C'est forcément la mode n'est peut-être pas aussi la même chose pour les hauts fourneaux, pour l'acier, etc. Exactement. Et donc l'État recourt souvent, alors qu'on appelle ça la planche à billets, ou enfin bon, c'est des formules bien évidemment, puisqu'aujourd'hui notre monnaie essentiellement est une monnaie de compte, une monnaie scripturale, comme voilà, même numérique. Vous avez raison, j'étais en train d'oublier le numérique, la 4e industrialisation. Et donc l'idée est claire que l'État fait des emprunts et les emprunts aux particuliers, aux ménages, aux entreprises, parfois à l'étranger s'il le peut. Évidemment, ça dépend de ses alliances et des circulations commerciales, mais il le fait surtout à la Banque centrale. Et donc, c'est ça qui génère, et la Banque centrale, en échange, crée de la monnaie, un peu sous la contrainte de l'État, ou du moins avec sa complicité. Ça crée de fortes liquidités qui peuvent effectivement, face au manque de produits d'un côté et à la masse de liquidités, il peut se créer une offre solvable, si vous voulez, et ça pousse
les prix encore plus vers le haut. Alors, c'est étonnant parce qu'on ne parle pas du tout de cette inflation-là, hein, de cette inflation de la guerre et de l'après-guerre. En revanche, on parle beaucoup de l'inflation des années 70. Alors, c'est peut-être parce que l'être humain a une mémoire assez courte. Et moi, j'appelle cette inflation des années 70, pour les contemporains, nos contemporains, un peu la menace fantôme. C'est-à-dire que les élus, les décideurs, les professeurs d'économie parlaient et parlent toujours de cette menace de l'inflation comme quelque chose d'hyper grave. Et donc, dans la mémoire collective, on a l'impression, effectivement, que c'est quelque chose qui fait très peur. Alors, pourquoi, selon vous, cette inflation des années 70 est si valorisée alors, pas à bon escient, mais pourquoi cette inflation est tant valorisée dans les mémoires? Et est-ce qu'effectivement, il faut en avoir peur de l'inflation? D'accord. Alors, je pense qu'il y a sûrement, comme vous le dites, un phénomène de temporalité, c'est-à-dire c'est une inflation, les années 70, ça fait 50 ans, hein, en gros, pour faire vivre, 40 pour la fin des années 70. Donc, une partie de la population a vécu, ou même si elle n'a pas vécu, en étant dans des familles, les parents en parlaient, comme moi, dans ma génération, on parlait de la guerre, pratiquement, quand j'étais enfant, on parlait des phénomènes de guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a peut-être un effet d'âge, hein, certainement, un effet de chronologie. C'est absolument indiscutable. Il y a aussi un autre élément, c'est que l'inflation des Premières et Secondes Guerres mondiales, je dis pas qu'elles ont été oubliées, mais elles sont embarquées dans la guerre, les souvenirs de guerre. Hein, et donc, on se souvient quand même plus des exterminations de masse, de la résistance, des maquisards, ou pour la Première Guerre mondiale, les tranchées. Enfin, la valorisation de la mémoire, la valorisation mémorielle est plutôt inscrite sur les événements militaires, les souffrances, les morts, etc. Bon, oui, effectivement, il y avait les prix qui montaient, mais en plus, hein, c'est un élément un petit peu. Alors que 73-83, pour simplifier, hein, c'est à peu près 10 ans, 73-83, c'est vraiment, je dis pas de l'inflation pure, hein, parce que ça n'existe pas, l'inflation n'est pas du tout un phénomène pur, mais on est dans quelque chose de civil, il y a pas de guerre, en tout cas de champ de bataille, ni en Europe, ni en Amérique, ni enfin dans les pays avancés, ils sont gênés pour le pétrole, mais enfin c'est pas chez eux que le conflit a lieu. Les questions sont plutôt de turbulence sociale, l'action des syndicats, etc. Il y a des gouvernements, le gouvernement Thatcher, le gouvernement Kohl, le gouvernement Mitterrand, qui, à peu près en même temps, bénéficient aussi, pas que, hein, il y a des inversions, il y a des alternances politiques générales, mais bénéficient aussi de l'effet d'inflation et du chômage qui favorise l'opposition par rapport à la majorité en place, celle d'Helmut Schmidt ou celle des travaillistes, John Callaghan, et puis le troisième exemple que je vais citer, je ne sais plus, Valéry Giscard d'Estaing, oui, je reviens à la France quand même un petit peu. Donc cette inflation est peut-être peut être examinée comme un peu un modèle un peu dégagé qui peut être systématisé. Enfin, on peut à peu près le construire. Alors pourquoi elle fait peur? Parce que bien sûr, elle est quand même significative. Elle dure 10 ans. Hors contexte de guerre, enfin j'entends de guerre immédiate, enfin de champ de bataille, de territoire, et il y a un effet de spirale. Hein. Et cet effet de spirale, je ne sais pas sous quelle modalité je peux le développer sans être trop long, mais cet effet de spirale est lié en partie, alors pour simplifier, en prenant toutes les précautions possibles, parce qu'évidemment les causes de l'inflation étaient plus générales, mais un effet de spirale lié en partie à la fois à l'abondance des liquidités, du crédit, de la consommation, etc., et également à la hausse des salaires, qui étaient plus ou moins indexés sur les prix. Et on a observé au bout de quelques années, alors peut-être pas en 73-74 au début du choc, mais assez vite, et on va reprendre l'exemple de la France et de l'Allemagne, et même de la Grande-Bretagne, qui est encore plus intéressant de ce point de vue-là, on a observé que les pays qui maîtrisaient le crédit, donc qui relevaient les taux d'intérêt, déjà avaient une inflation qui avait un peu tendance à, disons, parce qu'il y avait un moment, on avait des taux d'intérêt à 17 ou 18%. Enfin, on est très très loin des chiffres actuels. Hein, bon. Et donc le relèvement des taux d'intérêt, ça jouait.
Mais ce qui était encore plus net, c'est le ralentissement des salaires. Ou plus exactement, parce que bon, ça fait un peu antisocial de dire ça, du moins une modération salariale construite, négociée, en donnant d'autres avantages, un plus grand confort aux salariés, une amélioration des machines, enfin que sais-je, une garantie d'emploi aussi, hein, pour éviter le chômage, qui commençait à être un facteur latéral non négligeable. Et donc, l'Allemagne, qui assez vite a... Parce qu'en Allemagne, les syndicats et le patronat, enfin ça vous expliquait toute la sociologie des relations professionnelles en Allemagne, mais on a un puissant syndicat, un puissant patronat. Et en plus, il y a évidemment l'ombre portée de la Seconde Guerre mondiale qui fait que l'Allemagne doit présenter quand même une image... Une forte culture du dialogue social quand même. Le dialogue social, la Mitbestimmung comme il l'appelle, est relativement important. Et donc, assez vite, se sont mis d'accord sur le fait que bon, l'intérêt c'était que l'économie allemande et les exportations allemandes, hein, c'est pas rien s'ils sont le second exportateur mondial ou le troisième, et donc il fallait effectivement engager ce processus de modération, donc chez Daimler-Benz, chez Siemens, chez AEG, enfin, etc., Bayer, Höchst, etc., Siemens. Et donc dans ces conditions-là, l'inflation allemande était à peu près de 5% sur les 10 ans. La France a plus difficilement accepté ce processus, d'abord parce que la majorité au pouvoir était plutôt au centre droit et que bon, les syndicats sont plutôt à gauche. Et donc la tension a fait que malgré le plan Barre 1 puis le plan Barre 2, 76-77, l'inflation a continué parce que les concessions salariales du patronat ou même de l'État, hein, pour ses fonctionnaires, étaient un peu plus élevées. Donc on arrive à 10% par an. Et alors la Grande-Bretagne, les syndicats très puissants, c'est la période, les trade unions sont très liés, les travaillistes sont au pouvoir de 74 à 79, mal à l'aise pour refuser les augmentations de salaire, et donc on a tout un cycle, de revendications qui sont satisfaites, et la hausse des prix est de, je sais plus si c'est 13 ou si c'est 15%, mais enfin plus élevée encore. Donc on voit très bien, pour les économistes, qu'ils soient keynésiens ou libéraux, enfin, etc., on voit très bien qu'il y a un lien entre le marché du travail, qui en plus est de plus en plus, lesté, hein, embarrassé et filonné par la montée du chômage, qui est pas encore très forte, mais enfin qui commence à se profiler à l'horizon, et puis la progression de cette espèce de spirale. Et c'est ce qui fait, en partie d'ailleurs, les choix actuels de modération salariale dans la plupart des pays de l'OCDE, alors que, évidemment, qu'on accepte plus ou moins, qui sont pas nécessairement très populaires, que la gauche peut reprocher à la droite et au centre, enfin bon bref, mais je pense que c'est cette raison-là, parce que sinon, pour le reste, bon, il n'y a pas eu de famine, il n'y a pas eu de marché noir, donc c'est plutôt se souvenir d'un déséquilibre, on va dire, macroéconomique, sans trop jargonner, hein, un enchaînement prix-salaire, etc., qui s'explique très bien. Je vais le résumer d'un mot, et puis je pense que je vais clore ainsi la réponse à cette question. Les salaires, c'est 50% du PIB. Donc vous augmentez les salaires d'1%, de 2%, de 3%, ça fait autant de points du PIB que vous relevez. Et en plus, les salaires passent par les entreprises. Sur 4 millions d'entreprises aujourd'hui, vous avez 3 800 000 TPE, donc est-ce qu'elles peuvent augmenter les salaires de 6% parce que l'inflation est de 6%? J'en doute un peu. Hein. Donc c'est un phénomène relativement complexe, mais vous voyez le temps que je prends à répondre, qui est pas lié seulement à mon bavardage naturel, le temps que je prends à répondre nécessite de montrer que les questions d'une certaine manière peuvent être simples. Hein, pourquoi l'inflation? Est-ce que ça va durer? Pourquoi ne peut-on pas augmenter les salaires en taxant les profits, par exemple? Cette simple phrase nécessite un bon quart d'heure d'explication, qui va pas nécessairement convaincre l'interlocuteur, ça dépend aussi de son point de vue politique, de sa, comment on pourrait appeler ça, de sa bonne volonté intellectuelle, hein, s'il a déjà un préjugé, hein, s'il pense que de toute façon il faut faire comme ça, il n'écoutera pas nécessairement ce qu'on va lui dire, mais en même temps aussi une partie de la population a-t-elle les moyens, on va dire, de saisir tous les enjeux. Hein. Quand on est au SMIC à 1350 € par mois, toutes ces belles théories sur l'inflation et sur la macroéconomie, c'est pas certain que ça soit convaincant. Je suis bien conscient de la limite de ce que je suis en train de vous dire. Alors, si les salaires ne sont pas augmentés, alors en France, on a quand même l'impression, en tout cas c'est le souvenir que j'en ai, l'historien va sans doute me dire oui ou non, on n'a pas l'impression que les gens aient mal vécu. En fait, ces années 80, on va dire, les années 80 qui sont, en plus pour la jeunesse, des années un peu d'insouciance, finalement le problème était plus le sida que l'inflation. Et donc,
comment ça se fait, puisque les salaires, effectivement, n'ont pas suivi l'inflation, les taux d'intérêt ont suivi et même ont dépassé l'inflation, et pourtant, les gens ont continué à acheter des maisons, ont continué à se meubler. Alors, certains économistes disent, ben, en fait, on a importé de la déflation en allant, avec la mondialisation, en allant chercher du matériel en Chine. Mais finalement, on a l'impression que les décideurs sont complètement stressés par l'inflation et que les gens l'ont peut-être pas si mal vécu que ça. Alors, les 3 millions de chômeurs me détestent aujourd'hui, mais finalement, dans les faits, la France ne s'est effectivement pas écroulée, quoi. Oui, effectivement, en termes généraux, l'Hexagone et les hexagonaux ont continué à exister, à vivre, à travailler, à aller à l'école ou à l'université, à se nourrir tous les jours, etc. Bon. En revanche, c'est vrai que une partie des populations, une partie des ménages, notamment les ménages les plus fragiles, ceux qui sont dans ce qu'on appelle dans le jargon le premier décile, ou le premier quintile, c'est-à-dire ceux qui quelque part sont entre le SMIC, enfin, même si bon, ménage et SMIC c'est un peu complexe, il peut y avoir 2 SMIC dans un ménage, et dans le même ménage il peut y avoir un SMICard et puis un non-SMICard. Bon, mais enfin, pour simplifier, les populations, les 24-25% de population qui sont dans le voisinage du SMIC, ou enfin entre la médiane et puis le SMIC, ont certainement vécu peut-être un peu plus douloureusement cette période. Donc, moi je dirais plutôt qu'il y a une alors, augmentation des inégalités, je suis très prudent sur le concept, parce qu'il faut définir ce que c'est que les inégalités, etc., etc. Donc, je préfère pour l'instant laisser ce terme de côté, mais des disparités de niveau de vie, oui, peut-être un petit peu plus pendant cette période, encore que la France reste quand même, si on regarde en termes strictement monétaires, parce que bon, évidemment les revenus sont monétaires, mais ils sont aussi non monétaires. Par exemple, le fait, et je me permets souvent de signaler que le fait que notre éducation soit quand même relativement peu coûteuse, au moins l'éducation publique, que notre santé, même si actuellement il est question de tout refaire parce que, etc., etc., est quand même à la fois une des meilleures de la planète dans le système et également, alors gratuite, je dirais pas jusqu'à dire ça, mais enfin peu coûteuse de manière directe, car nous avons un système qui le finance par les cotisations et qui donc permet ces prestations. Enfin, c'est aussi des éléments de niveau de vie. Et ces éléments de niveau de vie, ces éléments sociaux de niveau de vie ont continué d'exister. Et finalement, on dit que les Français sont pas très solidaires ou très selfish, très individualistes, etc. Vu, si on s'élève un peu, vu du reste de la planète, on est au contraire très communautariste. J'ose pas dire socialiste parce que le terme fait un peu... c'est parfois ce qui est dit. Nous avons un système social, en tout cas, très très développé. La retraite. Voilà, la retraite, la maladie, enfin, ça représente plus que le budget de l'État. Ce sont des sommes relativement non négligeables. Donc, ça permet de compenser des défauts de revenus directs, puisqu'effectivement les salaires progressaient peu. Il y avait la question des chômeurs, qui étaient quand même indemnisés, au moins pendant la première année, avec un niveau d'indemnisation qui effectivement est pas très agréable quand on est chômeur, qu'on aimerait quand même plus de largesse, mais qui par rapport à d'autres pays, enfin c'est toujours un peu, voilà, la comparaison est tout à fait intéressant. Donc oui, les ménages ont traversé cette période, et puis bon, il n'y a plus d'inflation, donc à partir de 83-84, et donc à partir du moment où il n'y a plus d'inflation, même si les salaires n'augmentent en moyenne que de 1 ou 2%, ça, c'est la moyenne générale du revenu des ménages, mais chacun a une trajectoire individuelle. Et donc, quelqu'un qui progresse dans sa carrière, normalement, voit sa rémunération augmenter. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que dans les revenus, bon, le sujet, c'est plutôt l'inflation, mais forcément, c'est lié aux revenus. C'est pour ça que dans les revenus, il faut toujours être un petit peu prudent et nuancé. Un ménage, c'est une unité. À l'intérieur du ménage, il y a des unités de consommation. Les individus, c'est un troisième ensemble. Enfin, voilà. Et donc, peut-être que ces années-là montraient une plus grande diversité de trajectoires que la France des années 60, peut-être. Après, il faut être prudent parce que statistique par statistique, on voit que c'est pas si simple que ça. Voilà. Alors, l'inflation est de retour. Elle est de retour depuis 2-3 ans. Les banquiers centraux disent qu'elle est de retour depuis 6 mois ou 1 an. Ils ont attendu leur définition, qui est donc une augmentation des prix durable. Et pour eux, ce n'était pas encore durable en 2021. Est-ce qu'on peut la comparer ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des similitudes avec l'inflation des années 70 ? Alors, je suis d'accord qu'il pouvait y avoir des tensions
à la hausse, un peu comme on parlait tout à l'heure. Enfin, je vais pas trop reciter l'exemple parce que le Troisième Reich c'est pas très particulier, mais enfin. Voilà, il peut y avoir une inflation contenue, hein, c'est-à-dire qui ne se développe pas avant effectivement octobre ou septembre 2021, donc l'année dernière, enfin il y a un an maintenant. Mais on va dire que bon, je suis pas certain que ça soit totalement avéré. Je vais faire un peu comme les banquiers centraux. Je dis pas que je crois à l'indice des prix comme je crois à une vie après la mort, mais faut peut-être pas exagérer, c'est pas le même niveau de crédit et de croyance, mais on peut attribuer une certaine validité aux indices des prix malgré leurs limites. Si vous voulez, tout à l'heure on en reparlera. Une validité moyenne. Hein. Bon, les indices sont construits sur des réalités. Alors les indices n'inventent pas les réalités sociales existent, mais l'indice permet une rencontre entre une connaissance statistique permet d'évaluer, et puis une réalité. Un peu comme la température, mais aucun médecin ne soignera un malade par de l'aspirine, enfin, ou du paracétamol, s'il n'a que de la température. Il faut savoir si c'est une infection, ou une inflammation, ou une infection généralisée, évidemment, ou simplement un virus, hein, bon, ou parce qu'il fait chaud, hein, tout bêtement. Donc, voilà, l'indicateur est un indicateur parmi d'autres, et l'indice général des prix paraît un assez bon indicateur, des prix de détail, des prix de gros et ce qu'on appelle le déflateur du PIB, des prix du PIB. Alors ceux-là se mettent à bouger à la hausse, en gros, et sauf exception en Asie, parce que en Asie, avec le Covid, avec le bouclage d'une partie de la population, notamment en Chine, la hausse des prix avait commencé un petit peu plus tôt, hein, on va dire début 2020, enfin au moment où le Covid a éclaté, quoi, au printemps, enfin à la fin de l'hiver, au début du printemps 2020. Mais pour les pays occidentaux, pour même les pays émergents, l'inflation, c'est le 3e ou le 4e trimestre 2021. Il y a deux raisons principales, à mon sens. Hein, bon, après, dans 10 ans, on aura plus de recul, donc peut-être qu'on fera évoluer ces raisons. Mais il y a deux raisons principales, à mon sens. La première, c'est la reprise post-Covid. Parce que la phase Covid, on va dire, si on prend l'exemple européen, à grands traits, printemps 2020, automne 2021, a été suivi par, non, même peut-être avant automne 2021, je pense qu'à partir de juillet, enfin, à partir du printemps 2022, enfin, sur un an, quoi, en gros. On a 4 trimestres qui sont un peu dans le rouge, ou qui auraient été dans le rouge sans les aides gouvernementales, enfin, etc., etc. Donc, on a l'impression que la phase post-Covid donnait vraiment un rythme de croissance. Je crois me souvenir qu'on est, pour 2021, il est question pour le CDE de 5% de croissance. Alors, c'est à vérifier, mais enfin, entre 4 et 6. On récupère 2020. Voilà, il y a une récupération en 2020 qui est un classique, hein, en économie, c'est absolument un classique. En mai 68, on avait l'impression que l'année allait être à 0 de croissance. En fait, le PIB s'est accru de 4%. Donc, voilà, il manquait 2 mois, donc c'est 4%. Mais en 1969, l'année est à 7%. Donc, voilà, il y a des effets de rattrapage. Phénomène qu'on observe aussi, d'ailleurs, il faut le signaler, parce que c'est pas toujours très connu, après des grèves, hein, même des grèves relativement longues, il y a un effet de rattrapage, de dynamisme économique qui fait que, alors je dis pas que ça neutralise, mais enfin la courbe revient un petit peu, revient à l'équilibre. Donc là, le premier élément, c'est la reprise. Hein, cette reprise qui butait sur le manque de semi-conducteurs ici, le manque de logiciels là, le défaut de camionneurs, etc. Là, c'est l'inflation provoquée par la différence entre la demande et l'offre, voilà. Avec les goulets d'étranglement. Goulets d'étranglement. J'ai une demande, voilà. Je n'arrive pas à avoir mes matériaux, donc les matériaux augmentent. Exactement. On pourrait l'appeler parfois inflation de croissance. Il faut se méfier du terme, mais il est vrai qu'en période de croissance, on avait ça en France dans les années 60, hein, la demande mobilise de la main-d'œuvre, plein emploi, donc les salaires augmentent un peu plus vite. Bref, la mobilisation des facteurs avec des goulets d'étranglement, les semi-conducteurs qui embarrassent tout le monde, puisqu'il y en a absolument partout, dans tous les transports, etc. Vous rajoutez chez les Anglais le Brexit, d'un coup, sur 700 000 chauffeurs de camions, il y en a 100 000 qui ont disparu. Enfin bon, bref, tous ces facteurs, tous ces éléments-là, ces retards, se cumulent. Hein, on a un peu comme dans les économies planifiées, il y a un effet de cumul. C'est pas prévu, c'est pas programmé. Et donc là où vous demandez 2 mois de livraison, la livraison des produits, on vous en demande 6, ça augmente les coûts. Et puis là-dessus s'ajoute la guerre en Ukraine, où effectivement, en tant que tel, le conflit
mobilise la Russie et puis l'Ukraine, hein, c'est évident, mais assez vite va mobiliser les autres États, fourniture de matériel, fourniture de produits, de ravitaillement, et puis perturber les marchés sur lesquels l'Ukraine est selon les produits, entre 5 et 20%, l'Ukraine et la Russie sont vendeurs, et notamment le marché du gaz et le marché du blé, enfin des céréales en général et du blé en particulier. Ukraine et Russie ne sont pas de très grands commerçants sur la planète. Hein. Si on prend juste leur part du commerce mondial, c'est tous les deux, on doit être à 3%. 2,3 pour la Russie et 0,5 pour l'Ukraine. Mais sur certains segments de marché, parce que le marché il est global, mais en fait il est sous-segmenté. Hein. Sur certains segments de marché, ils sont à 15, 20 ou 25% du marché, et donc ça pèse sur ces deux marchés-là. Énergie et alimentation. Tout le monde peut le constater sur ses propres dépenses. Énergie, alimentation, ça pousse un peu les prix à la hausse. Ce qui donne une inflation, vous voyez, un peu comme une petite fièvre dont on parlait tout à l'heure. Ce qui donne une inflation de 5 à 10%, peut-être 15% dans les pays comme l'Europe, dans les continents comme l'Europe. Un peu plus élevé dans les pays plus vulnérables, comme en Afrique subsaharienne où on est plutôt à 25 qu'à 15, mais pas une inflation on va dire de 40 ou 50% comme celle qui avait pu être observée pendant les conflits internationaux. Ça fait plusieurs fois que vous dites ça, c'est-à-dire que vous considérez que 10% d'inflation, c'est limite normal. Non, c'est pas exact. Non, je veux dire par là que c'est comme quand on attrape la grippe, bon, personne n'est très content, mais enfin, voilà, c'est pas. Il est vrai qu'on peut en mourir sous certaines conditions d'âge, de santé, etc., et de virus, mais je veux dire par là que c'est une sorte de moindre mal par rapport à d'autres. Est-ce que il faut préférer l'inflation au chômage? C'est un faux problème d'ailleurs. Dans l'ensemble, bon. L'inflation est moins grave d'une certaine manière que le chômage. Donc je voulais signaler que la France d'ailleurs, si on poursuit sur ce thème, la France avec à la fois une moindre vulnérabilité énergétique parce qu'il y a quand même le programme nucléaire et puis de meilleurs approvisionnements et une moindre vulnérabilité puisqu'on exporte du blé, donc la France n'est pas touchée directement par ça, même si le prix du pain peut éventuellement augmenter de manière, on va dire, accompagnante. Même si parfois les moulins vont chercher du blé en Ukraine plutôt qu'en France. Voilà, bon, il y a aussi ça, c'est la connexion mondiale. Enfin bon, on est dans un monde très compliqué. Justement, les guerres et les conflits montrent la complexité. C'est un peu un check-up du fonctionnement du système. Donc la France est moins touchée et plus les boucliers tarifaires, hein, bien sûr, les 20 milliards, 20 ou 30 certainement. Mais regardez les Anglais, hein, il est question de 150 milliards de livres. Hein, donc là aussi, on peut pas nombriliser en regardant que notre hexagone et nos 65 millions de résidents. Il y a les voisins et on voit que. Et donc la France serait à 6 ou 7 pour cette année, enfin sur une année, si on regarde en glissement annuel. C'est le plus bas niveau en Europe, hein, et plus j'ai pas de carte sous la main, mais enfin on peut imaginer, plus on s'éloigne de la France, si je puis dire, non pas comme épicentre de faible inflation, mais enfin un peu comme point de référence, et plus les prix augmentent significativement, notamment, alors à part pour l'Espagne et la Grèce, qui sont des pays aux économies un peu vulnérables, justement, qui sont dépendantes des approvisionnements, mais c'est la proximité du champ de bataille qui fait le niveau d'inflation. On retrouve la théorie de l'inflation et de la guerre, hein, donc les plus exposés étant les Baltes, hein, les pays Baltes, qui sont des petits pays un peu, voilà, dont la disponibilité économique est quand même un peu fragile, hein, par rapport aux voisins, puis la Pologne, puis etc. Donc 7 ou 6% en France et 15 ou 20% ou 18% dans les pays baltes. Donc la vulnérabilité à l'inflation est évidemment, c'est pas comme la vulnérabilité au chômage, hein, les risques d'être au chômage sont plus élevés chez les manœuvres que chez les ingénieurs. Les risques d'inflation sont plus élevés dans les pays vulnérables. Actuellement, les records, c'est effectivement l'Afrique subsaharienne. On est à 25. Alors que, par exemple, les records dans l'autre sens, c'est-à-dire les niveaux les plus bas, sont en Asie. Hein, l'Asie qui a laissé passer, on va dire, l'inflation en 2020 et qui ne connaît pas de pénurie particulière. Bon, est-ce qu'elle est touchée par le blé? Peut-être. Par le gaz? Peut-être aussi, mais il y a d'autres sources d'énergie. L'Indonésie, la Thaïlande, etc. sont plutôt, la Chine, sont plutôt à des... la moyenne de l'Asie serait à... Il faut se méfier des moyennes, hein, mais serait entre 3 et 5, vous voyez, donc c'est encore plus bas. Preuve que ce n'est pas inéluctable. Voilà, c'est ça que... Leur problématique en Asie risque d'être plutôt une problématique de croissance parce que leurs clients, eux, sont au ralenti. Voilà.
et de croissance et ou de reprise, parce que s'il y a effectivement des effets d'accélération, ça peut repartir très vite. On a des économies extrêmement modernes, hein. On n'est pas en 1845, hein, où bon, il faut quand même redémarrer, voilà, ou même en 1945 où le redémarrage se fait, mais voilà. Plus l'économie, on va dire, se modernise, et plus à la fois ses capacités d'échec, hein, de plongeon, d'arrêt peuvent être importantes, mais aussi ses capacités de reprise. Hein. Quand juste une dernière incise à nouveau sur les guerres, hein, mais les guerres, c'est pas que je sois fasciné par les guerres. Certes, elles sont fascinantes. Mais ça permet de faire un focus, voilà, et de bien voir les choses. Enfin, c'est toutes les crises. Voilà. Toutes les crises permettent de voir les choses la crise donne très vite. Voilà. Et donc, la Première Guerre mondiale, il y avait beaucoup de destruction déjà. Hein, et donc, les contemporains se disaient, il faudra 10 ans pour reconstruire. Alors, effectivement, il a fallu 7, 8 ans, presque 10 pour reconstruire. Je parle de l'immobilier. Et la Seconde Guerre mondiale, il y avait 5, 6, 7 fois plus de destruction. Les contemporains se sont dit, il va falloir 20 ans pour reconstruire. Ben non, pas du tout. Il a fallu aussi à peu près 10 ans. Ça démarre en 46-47 quand finalement tout est possible. Hein. Toute l'architecture des années 50. Et l'architecture des années 50 et la reconstruction immobilière est finie en 54-55. Allez, 58 pour les plus tardifs. Donc je dis pas qu'il faut, dans nos paramètres, à la fois la crise peut être importante, profonde, le Covid, hein, c'est un bon exemple, mais en même temps le rebondissement peut être très très rapide, hein, parce que tout le monde est d'accord pour s'accroître et se développer. Alors, est-ce qu'il faut augmenter les salaires ? Je crois que j'ai votre réponse, puisque vous dites que l'inflation n'est pas très élevée. Donc, mais est-ce qu'il faudrait aussi augmenter les salaires ? Quand on parle en France de plein emploi, ou en tout cas de pénurie de main-d'œuvre sur certains métiers, d'ailleurs on ne sait pas où sont passés les anciens employés de ces métiers-là. Moi je ne sais pas où ils sont. Et donc, est-ce qu'il faut augmenter les salaires ? Est-ce que ça va être ça la suite logique ? Alors, l'augmentation des salaires c'est un sujet un peu compliqué, hein. Parce que d'abord, les salaires sont très diversifiés, les salaires des ingénieurs qui sont pas ceux des employés, les cadres moyens, etc. Si je prends 4-5 grands groupes, hein, les ouvriers, etc., la population active agricole, mais enfin, et puis bon, tous les services, les professions libérales qui sont là pour le coup pas des salaires. Mais si on reste dans les salaires, c'est-à-dire quand même 85% des actifs, 50% du PIB, on l'a déjà dit, et 70% du revenu des ménages. Hein, donc c'est quand même un très très gros morceau. L'avantage, c'est ce poids. L'inconvénient, c'est que tous les salaires sont liés. Et on va dire, une partie de l'opinion publique ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire que tous les salaires sont dans des grilles, même si une partie de ces grilles est un petit peu ajustée aujourd'hui avec des intéressements personnels, et puis vers le haut. Mais bon, le haut, ce n'est que le haut. Enfin, gros de la population est quand même entre le centile 99 et le centile 1. Sauf dans ces cas un peu exceptionnels, presque tous les salaires sont dans des grilles. Il y a pas un processus qui commence dans les années 30, 40, enfin selon les pays, de création de grilles. Et sans être rigide, ces grilles mettent en correspondance tous les soudeurs de toutes les branches. Si par exemple dans le pétrole on se met à doubler le salaire des soudeurs, alors d'abord tous ceux qui sont non soudeurs dans la branche vont dire pourquoi on double leur salaire, etc. Mais tous les soudeurs des autres il y a actuellement, je crois, une crise des soudeurs, enfin elle a peut-être été résolue dans l'intervalle, mais un patron va signaler ça dans les chantiers navals, parce que les soudeurs vont tous, je sais plus, dans l'aéronautique ou dans la construction automobile. Voilà. La chaudronnerie. Voilà, chaudronnier, voilà. Alors que dans les années 80, l'autre période d'inflation, ils n'avaient pas de travail. Voilà, donc les métiers sont aussi en fonction de l'offre et de la demande. Enfin, l'inflation se surajoute, mais le phénomène est quand même plus général. Donc, si on touche donc en ayant en tête que c'est la moitié du PIB, si on touche à la masse salariale trop fort, enfin ou à l'ensemble de la rémunération des salariés, de manière un peu trop rapide, par exemple, là il y a 6% d'inflation, donc est-ce qu'on augmente les salaires de 6%? Ça peut créer la spirale, enfin il y a de grandes chances, hein. On est prudent, c'est de l'économie, c'est de l'humain, donc c'est pas que des chiffres, hein. Donc il y a de grandes chances que la hausse de ces salaires se répercute sur les prix, et que les entreprises, puisque les salaires, on revient, c'est la moitié de leur coût, hein, certaines pour 80%, d'autres pour 20%, mais en moyenne c'est la moitié de leur coût, que les entreprises ne répercutent ça sur les prix aval, donc sur l'inflation de 2023, 2024, etc. Et si vos salaires augmentent de 6%, et vos coûts augmentent de 6%, vous allez augmenter vos prix de vente de 8%, et etc. Voilà. Donc ça c'est le risque, et je pense que tous les décideurs, que ce soit les patrons, y compris même les syndicalistes d'ailleurs, bon, ils font leur travail, hein,
revendiquent pour leurs mandataires, mais en même temps, ils s'en rendent bien compte, les pouvoirs publics, les chambres de commerce, etc., les banques et enfin les institutions internationales se rendent compte que personne n'a intérêt à rentrer parce que au final l'inflation, on l'a vu dans les années 70, c'est assez déplaisant, ça crée justement des turbulences sociales, des revendications, les retraités sont pas contents parce que leur retraite perd du pouvoir d'achat. Enfin, on a tous intérêt non pas à des prix zéro, hein, mais un petit rythme de 1 ou 2% pour encourager quand même les producteurs. La majorité de la population est constituée de consommateurs, je me mets dans les consommateurs, donc elle est contente quand les prix baissent. Mais pour le producteur, des prix qui baissent, c'est pas nécessairement très très avantageux. D'ailleurs, on le voit quand on achète régulièrement des ordinateurs, si on suit le même ordinateur sur 10 ans par exemple, on voit bien que les prix n'augmentent pas, ce qui, par rapport à des prix qui ont tendance eux-mêmes en moyenne à augmenter, fait que, d'une certaine manière, leur prix baisse, leur prix relatif. À ce moment-là, on parle de prix relatif, a tendance à baisser. Donc, la hausse des salaires, si je prends l'exemple du SMIC, sans être trop long, tout le monde serait content si le SMIC était à 1 800 €. Moi le premier. Même à 2 000. Bon. Actuellement, le SMIC est à 1 350 net et à 1 650 brut. Bon. Le processus de relèvement du SMIC, qui est un peu long à décrire, donc je vais pas nous infliger ça, ni à vous ni à moi, le processus de relèvement du SMIC est automatique par rapport à la hausse des prix. Si la hausse des prix dépasse de 2% en cumulé, on a eu le phénomène cette année, on réajuste, depuis le dernier relèvement, on réajuste, donc on a eu bien sûr en janvier, tous les 1er janvier, un relèvement du SMIC depuis 1970, mais là on a eu un relèvement en mai et un relèvement en août, si je ne me trompe pas. Donc, on y rajoute la moitié de la croissance du salaire moyen horaire des ouvriers et des employés pour les faire contribuer à la croissance, que ce ne soit pas que les prix qui mènent, et puis ce qu'on appelle le coup de pouce du gouvernement, enfin dans le langage familier, c'est-à-dire les pouvoirs publics peuvent donner un plus. Bon. Donc imaginons que ce plus soit énorme. C'est jamais arrivé. Ou c'est arrivé, mais par étapes et de manière assez discrète dans les années, justement, des années 70 et au début des années 80 et des années 90. Donc, le SMIC, c'est généralement la base des grilles salariales. Hein, donc, la base. Donc, on relève le SMIC. Il y a 10%, en gros, les SMICards, c'est à peu près 10 à 15% de la population active. Actuellement, c'est à 12, mais enfin bon, autour de 10. Mais dans le voisinage du SMIC, à 1,2 SMIC ou à 1,3 SMIC ou 1,4 SMIC, vous avez quand même plein de monde. Hein. Et quand vous êtes à 1 SMIC et demi, il y a quasiment 25% de la population active. Donc déjà, relever le SMIC relève ces 25%-là. Sauf que ceux qui sont au-dessus, 1 6 SMIC, 1 7 SMIC, 2 SMIC, 3 SMIC, 5 SMIC, etc. Alors ceux qui sont à 5 SMIC, je pense que bon, ils sont pas trop inquiets, mais ceux qui sont juste immédiatement en dessous vont dire, ceux qui sont entre la médiane, on va dire, et 1 SMIC et demi, puisque le SMIC, la médiane, c'est 2 fois le SMIC à peu près. Hein, bon. Donc ceux qui sont là, ils vont dire, attendez, nous aussi, hein, il n'y avait pas de raison, mais ils vont nous rattraper. Et de fait, si on touche pas aux autres, si on relève que le SMIC, et donc jusqu'au sommet, il n'y a que le SMIC qui est réglementé. Bien sûr. Donc tout ce qui est hors SMIC pourrait ne jamais bouger. Sauf que c'est un usage, alors c'est plus dans les conventions collectives, mais c'est un usage dans les entreprises, dans les négociations, de donner au moins l'inflation. Enfin, c'est quand même... bon. Du coup, quand l'État, je devrais pas dire ça, je vais le dire quand même, quand l'État a relevé les salaires des fonctionnaires, le traitement des fonctionnaires de 3%, toute la grille a été relevée. Donc les smicards, c'est-à-dire il y a 8% de smicards dans la fonction publique, les smicards, mais y compris les gens comme moi, qui, alors je dis pas que j'en ai pas besoin, je vais pas dire que je suis mécontent, je vais pas renvoyer un chèque au trésor public, hein, bon, mais est-ce que c'est nécessaire de faire un relèvement général, parce que si vous voulez, imaginons le prix des pâtes alimentaires, imaginons que ce soit un paquet qui soit à 1 €, bon, il augmente de 6%, bon, il est à 1,06 €. Bon, pour quelqu'un qui a plusieurs SMIC, je dirais pas combien, hein, mais bon, ça n'a pas d'incidence. Qu'on le fasse pour les plus défavorisés, c'est logique. Mais le fait de le faire pour les plus défavorisés dans notre système, où on défait les grilles, alors là c'est un peu la fin du monde, il y a plus de salaire, hein, on est compte 85% des actifs, où on défait les grilles, où on relève tout le monde. Ou alors on fait des relèvements échelonnés, mais alors là c'est un casse-tête, on augmente de 6% le SMIC. Le message en fait. Hein, c'est compliqué, les SMICards de 8%, puis les SMIC plus 1 de 6%, etc., etc. Ça pourrait se faire. Souvent d'ailleurs, les systèmes, il y a une astuce qui consistait à donner des primes. Des primes qui n'entraient pas dans la grille salariale. Des primes, d'où d'ailleurs cette loi pouvoir d'achat qui, de ce point de vue-là, est pas mauvaise, avec
alors je sais plus le détail, mais enfin, des primes pour la circulation, pour la rentrée scolaire, enfin, etc. Différents éléments qui n'entrent pas justement dans la grille salariale et qui expliquent un peu ce phénomène. Bon. Troisième point pour lutter contre l'inflation, c'est l'augmentation des taux d'intérêt. Donc là, pour l'instant, on a l'impression que c'est énorme, mais en fait, c'est très petit. C'est-à-dire qu'une augmentation de 1, 2 maximum, pour l'instant, ça ne sert pas à grand-chose. On est toujours à plus 4. En France, quand on est à 6% d'inflation, on est toujours à plus 4 de différentiel. Tout à fait. Alors, les banques, j'aimerais pas être banquier central, en règle générale, mais encore moins actuellement. Les banques centrales sont extrêmement embarrassées parce que le taux d'intérêt, bien sûr, est officiellement fixé par les banques centrales, mais il est surtout fixé en fonction du marché. Nous avons actuellement une épargne mondiale colossale. Des fonds de pension, des ceci, des cela, enfin un truc vraiment absolument gigantesque. Bon. Si on met de côté les spéculateurs, enfin vous savez les méchants, ceux qu'on voit jamais d'ailleurs, hein, bon, les méchants qui pour l'essentiel c'est de l'épargne, c'est-à-dire c'est des choses qui sont placées et qui sont destinées à compléter les revenus du travail par des revenus du capital. Bon, cette épargne est tellement énorme que l'offre de monnaie, ce qu'on appelle l'offre de monnaie, est presque supérieure à la demande de monnaie, à la demande de crédit. On va pas obliger les individus à prendre des crédits, hein. Et donc du coup, les taux d'intérêt se sont mis à baisser, depuis les années 2008-2010, non pas parce que les banques centrales ont dit on va baisser les taux d'intérêt, mais tout simplement parce que l'offre et la demande de monnaie au sens très très large du terme, hein, que ce soit des entreprises ou que ce soit des acteurs économiques, des ménages, etc., étaient plutôt défavorables à l'offre et favorables à la demande. Hein. Et donc on s'est retrouvé avec des taux d'intérêt que personnellement, en tant qu'historien, je n'ai jamais vus. Des taux d'intérêt négatifs, ça n'existe pas. Le taux le plus bas de la Banque de France au XXe siècle, c'était 1,625%, c'était son taux de refinancement, en 1944. Et on comprend pourquoi. Il y a quand même pas beaucoup de clients qui vont investir en 1944. Donc, mais après, les taux ont remonté, hein, et de fait, on les retrouve, on l'a dit tout à l'heure, à la fin du XXe siècle, on les retrouve relativement haut, autour de 14 ou 15%. Bon, donc là, les banques centrales sont un peu en difficulté. Enfin, moi, je peux le dire parce que je suis pas banquier central et donc mon but c'est pas de rassurer les marchés, hein, c'est plutôt de répondre à vos questions. Mais pour un public plus large, on va dire. Mais l'idée, c'est que comment pourrait-il remonter à 5% c'est pas possible. Hein. Donc, du coup, oui, nous allons faire quelque chose. Nous remontons. Alors, on remonte de 0,5 à 1. On remonte de taux négatif à 0,5. Sur l'inflation, de vous à moi, ça n'a aucun effet autre que éventuellement psychologique, mais c'est pas. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? J'en sais rien. Je pense qu'en revanche, des taux d'intérêt bas, dans un premier temps, peuvent être un facteur, dans notre cas européen, peuvent être un facteur de ralentissement de l'inflation. C'est-à-dire que la hausse des taux d'intérêt risquerait, à mon sens, mais à mon sens seulement, d'accélérer le phénomène inflationniste. Hein, j'aurais plutôt cette idée-là. Comme ça s'est fait d'ailleurs à la fin des années 80. Fin des années 80, début des années 90, les ménages, les entreprises, etc., continuaient d'emprunter jusqu'en 92 ou 93, d'où d'ailleurs un petit crack, un mini crack en 1993, parce que justement les taux d'intérêt restaient hauts, mais le niveau des prix restait très très bas. Donc ça leur paraissait, ils vivaient encore sur l'acquis de la période précédente. Et les placements d'épargne en plus étaient aussi très rémunérateurs. Très rémunérateurs. On se souvient des SICAV, voilà, exactement, à 9-10%, tout à fait. Qui étaient des placements très sûrs. Enfin, très sûr, oui. Mais alors donc, on dit souvent que pour juguler l'inflation, il faut des taux d'intérêt qui soient au-dessus de l'inflation. Oui, alors là, il faudrait du 8% ou du 9%. Là, c'est risqué. D'abord, ça se fait pas. Mais ce qui a été fait dans les années 70. Oui, ça a été fait, mais ça s'est fait progressivement. C'est-à-dire que les taux d'intérêt sont partis, alors je n'ai plus les chiffres en tête, mais 5, on est passé à 6, 8, 10, oui. Il y avait une montée progressive. En plus, c'était les monétaristes avaient pignon sur rue à cette époque-là, donc le contrôle de la monnaie, c'était vraiment, on avait trouvé la pierre philosophale. Et effectivement, les prix sont mis à baisser à partir de 83-84, certainement parce qu'il y a eu des politiques de maîtrise, notamment salariale, comme on l'a dit tout à l'heure, sans faire transformer les salaires en bêtes noires. Hein. Je suis pas du tout un cost killer, hein, mais enfin bon, vu le poids des salaires, ça se comprend assez bien. Mais aussi parce que les prix du pétrole s'étaient mis à ralentir, etc. Les taux d'intérêt ont peut-être joué un rôle supplémentaire, additionnel, mais l'inflation était déjà jugulée. Vous voyez, donc il y a presque même une déconnexion entre les taux d'intérêt
qui était plutôt, je parle des années 83, 90, 92, qui était plutôt vers le haut, alors que les prix étaient vraiment définitivement, on ne le savait pas, justement, on craignait que ça puisse reparaître, mais étaient plutôt relativement vers le bas. Donc là, si monter les taux d'intérêt, c'est un peu comme l'histoire des salaires qu'on a évoqué tout à l'heure. On est un peu coincé par les habitudes. Il y a des choses qui sont légales, puis il y a des choses qui sont la pratique. Aucun pays n'a jamais, enfin j'en parle de pays démocratiques, hein, bien sûr, mais aucun pays n'a jamais fait bondir, tripler ou quadrupler ses taux d'intérêt en quelques mois. Donc si on considère qu'il faut monter à 8%, alors après vous tombez sur l'autre problème, c'est que vous allez ralentir, hein, fameux casser la croissance. Mais c'est l'objectif. Oui, enfin bon, c'est pas la croissance qui est inflationniste, c'est les pénuries, ou les problèmes liés à la guerre d'une part et au pétrole et au gaz d'autre part. Hein. Donc la croissance, c'est quand même, je vais pas faire l'apologie absolue de la croissance, parce que il y a aussi le problème de la planète respectée, etc., l'économie verte, mais pas de croissance, pas de hausse des revenus, pas de des défaillances d'entreprise, etc. C'est clair, hein, je veux dire, on est alors condamné à la croissance, j'en sais rien, mais quelque part nous sommes on est voué à une certaine croissance. Je le dis sans grande joie, parce que c'est vrai que ça donne l'impression d'un grand déterminisme. Et on va dire que c'est le grand capital, les oligopoles. Non, c'est que de fait, les emplois sont liés à la croissance, les salaires sont liés à la croissance, les impôts, donc les services publics sont liés à la croissance, qui est un peu oublié. Enfin, comme elle est médiocre, si vous voulez, on est entre 1 et 3%, c'est un élément un peu oublié, mais c'est quand même la base de tout. Enfin, la croissance, attention, ce qu'on appelle le PIB par heure travaillée, la productivité, c'est-à-dire la croissance par individu travaillant. Voilà, c'est plutôt, c'est pas la croissance, c'est pas juste le niveau de vie en divisant par le nombre d'habitants. C'est ce que l'on fabrique, la valeur ajoutée que l'on fabrique par heure travaillée. Donc, si vous avez le même nombre d'actifs, mais qui travaillent, on va dire 5 heures de moins, votre croissance va diminuer. S'ils travaillent 5 heures de plus, etc. Bon. C'est un peu la clé de tout. Alors, dernière question, dernière partie. Selon vous, qu'est-ce qu'il va se passer dans un temps court demain? Alors, vous êtes historien, vous demandez de vous projeter, je suis pas sûr que ça vous plaise beaucoup, mais est-ce que, au regard de ce que vous connaissez de l'histoire, selon vous, que va-t-il se passer maintenant? Alors, en fait, l'histoire permet quand même de voir comment on voyait l'avenir, hein, de faire l'histoire l'histoire de l'avenir, si je puis me permettre de m'exprimer, ou l'histoire du futur, hein, c'est-à-dire comment dans les années 20 on voyait les années 40, des années 40 on voyait les années 60, etc. Dans les années 75 on pensait que la Terre aurait 10 milliards d'habitants, bon, on a fait des projections, du coup, les ménages l'ont peut-être entendu. On sait aussi qu'il n'y aurait plus de pétrole en 2000. Hein. Voilà. En 73, au moment du choc pétrolier, il n'y a plus de pétrole que pour 40 ans. Bon, apparemment, il y en a toujours pour encore plus que 40 ans. Mais ça dépend du prix, hein. Si c'est du pétrole à $3 ou si c'est du pétrole à $500, voilà, ça dépend un petit peu du prix. Donc, nos réserves, nos disponibilités, nos capacités sont aussi liées au prix, hein, d'où l'importance du sujet sur l'inflation. Donc, projetons-nous dans l'avenir, essayons de nous projeter dans l'avenir à partir, on va dire, des inflations passées. On voit que, on l'a vu, l'inflation peut s'arrêter d'un coup, en quelques semaines, en quelques mois, parce que les conditions qui étaient à son origine ont disparu. Et toutes choses égales par ailleurs, donc je suis très prudent là-dessus. Alors on peut faire des scénarios différents, un scénario noir, un scénario bleu, un scénario mixte, un scénario vert. Bon, le scénario noir, ça dure pendant 5 ans, 10 ans. On entre dans une spirale de troubles sociaux, majorité-opposition, etc. Enfin vraiment, on peut imaginer ça. Années 70, quoi. Inflation, stagflation, ça peut. Ce serait possible si vraiment la guerre en Ukraine non seulement durait, mais prolonger ses effets, parce que actuellement les effets de la guerre en Ukraine ont tendance à se réduire. Hein. Enfin, j'entends pas sur l'Ukraine et le champ de bataille lui-même, mais pour les effets internationaux. Le marché du blé est en train de se réorganiser, le marché du gaz aussi. Le prix, je prends juste le prix du cuivre, hein, parce que justement c'est moins médiatique que le pétrole et d'autres produits. Le cuivre, ça illustre bien le propos sur l'inflation. La tonne de cuivre est à peu près $7,000 à l'automne 2021. Ce qui était déjà haut, hein, c'était une progression par rapport aux 5 ou 6 000 au moment du Covid. Bon. Le cuivre servant à faire, vous savez, les circuits électriques, les batteries, les éoliennes, enfin bon, donc c'est quand même un élément relativement important. Discret, mais qui a un caractère un peu stratégique.
Le prix du cuivre a bondi quand l'URSS, enfin, excusez-moi, lapsus tout à fait révélateur, quand la Russie a envahi l'Ukraine, le prix du cuivre a bondi à 10 000 $ la tonne. C'était la même tonne, mais elle valait 30% de plus. Et voyant que non seulement à partir de juillet, voilà, le manque de matériel, enfin, je vais pas vous expliquer la guerre en Ukraine, vous la connaissez aussi bien, sinon mieux que moi. Finalement, il y a un effet de stabilisation, de statu quo, voire même partiellement d'inversion de la situation. Le prix du cuivre est retombé tranquillement à ces 7 000 $ la tonne. Donc, ça nous permet de voir que alors c'était pas de la spéculation, c'était des anticipations de précaution. L'anticipation de précaution est de 30%, hein, et que une fois qu'il n'y a plus le risque ou que le risque redevient proche de zéro, on revient à l'équilibre du marché. Encore une fois, sans attribuer au marché des vertus surnaturelles. Le marché peut avoir des phénomènes d'aveuglement, d'asymétrie d'information. Enfin, je ne divinise pas le marché, mais je le diabolise pas non plus. Voilà, c'est un petit peu l'idée vers laquelle je voulais aller. Il me semble que les deux facteurs, hein, donc comme on l'a dit, la reprise économique un peu accélérée post-Covid et les effets internationaux et économiques de la guerre en Ukraine sont peu en peu en train de se normaliser. Personnellement, j'irais, c'est ce que dit l'OCDE, ce que dit la Banque mondiale, c'est un peu facile de s'abriter derrière des grandes institutions, mais enfin, ils ont quand même des gens qui ont un peu l'habitude de travailler, et parfois depuis de nombreuses années, sur les évolutions économiques. Moi, j'aurais tendance à dire 2023, 2024, peut-être, hein, étant un scénario raisonnable. Hein. Le scénario, alors un scénario complètement bleu, enfin parfait, etc., étant que, bon, ça s'arrête l'année prochaine, au milieu de l'année, ça me paraît trop optimiste. Hein. Je pense que quelque chose qui nous dit, voilà, c'est un cycle de 2 ans, hein, 2022-2024, peut-être de 3, enfin 4 semestres, 5 semestres, paraît plus vraisemblable. Un accident, et après un retour certainement à l'équilibre, parce qu'on ne voit pas, une fois ces facteurs enlevés, qu'est-ce qui pourrait pousser l'inflation? Si les salaires restent dans la modération, qu'on a évoqué tout à l'heure, si les taux d'intérêt restent bas, enfin, ou du moins tardent à se relever, si l'épargne mondiale reste élevée, qu'il n'y a pas de, enfin bon, oui, on pourrait imaginer un crack, un nouveau Covid, un crack, la Russie envahit toute l'Ukraine, bon, voilà, on peut faire de la catastrophe. D'ailleurs, ce serait peut-être plus vendeur médiatiquement, mais c'est pas du tout bon objectif. Moi, je vois plutôt une normalisation progressive, alors sous des modalités que je ne peux pas décrire, hein, évidemment, là, j'ai pas ces dons de prophétie là, hein, mais une normalisation progressive et un ralentissement. Sauf si vraiment il y a un rebond économique qui, alors là pour le coup un vrai plein emploi, bon 2020 là c'est là peut-être. Et tout l'aléa est aussi lié à ce passage à l'économie verte, enfin très difficile à définir, mais est-ce qu'il faut que tout le monde ait des voitures électriques? Oui, mais il faut quand même produire l'électricité. Bon, voilà, ça supprime pas tous les inconvénients. Sous quelle forme, etc., etc. Donc ça, c'est peut-être un paramètre que j'ai un peu du mal à faire rentrer. Mais toutes choses égales par ailleurs, hein, si les choses reviennent un peu à l'équilibre, parce que même le Covid a changé les choses, mais finalement pas tant que ça, hein, parce qu'on dit voilà, bah oui, ça a changé le télétravail par exemple, c'est plutôt une bonne chose. Hein, ça a fait prendre conscience d'un certain nombre de vulnérabilités. Ça, enfin bon, il y a des petites choses qui ont bougé, mais on peut pas dire qu'il y a une société en 2019 et en 2022, la société a radicalement changé. C'est une plaisanterie. Enfin, c'est pas, me semble pas sérieux. Donc, je parie plutôt, enfin, c'est pas tout à fait le mot, hein, je parie rien, mais ni en euros, ni en yens, ni en dollars, ni en yuan, mais je table plutôt, voilà, là le terme est plus neutre, je table plutôt sur une progressive normalisation avec éventuellement un petit fondu enchaîné de persistance inflationniste si la reprise, enfin s'il y a une reprise de la reprise, quoi. Voilà. Donc on n'est pas, selon vous, dans un scénario d'inflation à 10 ans, mais plutôt donc dès que la Russie et l'Ukraine se calment un peu, ou que on s'habitue malheureusement à ce conflit, parce que visiblement la finance a déjà commencé à considérer que c'était habituel, oui. Et comme la finance est toujours un peu en avance, mais pas d'inflation plus longtemps que 2024. Me semble-t-il. Bon, j'ai pas de garantie décennale, hein, c'est-à-dire je ne garantis pas à ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent une absence complète d'inflation. Mais c'est plutôt l'impression que j'en ai, hein, de ce qu'on nous venons de dire, à la fois de connaissances accumulées, de perceptions, d'informations, parce que j'ai pas toutes les informations, et puis d'un peu d'intuition aussi. Il y a quand même un petit peu d'intuition dans tout ça. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi.